Sommes-nous vraiment maîtres de notre destin économique, ou jouons-nous un jeu imposé par d'autres? Voilà la question qui dérange, qui traverse les débats d'Abidjan à Dakar, qui hante les couloirs des ministères, les amphis d'université et même les conversations entre amis ou en famille. La souveraineté économique de l'Afrique. Mythe, réalité ou simple slogan politique? Est-ce un idéal inaccessible, une mascarade ou un horizon vers lequel tendre malgré tous les obstacles? Aujourd'hui, alors que les pressions du FMI, la montée de nouvelles puissances comme la Chine ou l'Inde et la multiplication des partenariats, parfois inédits, bouleversent le paysage, le vieux débat refait surface, plus brûlant que jamais. Qui contrôle vraiment l'avenir économique du continent? Peut-on parler d'autonomie alors qu'on dépend encore massivement des financements extérieurs, de la manne pétrolière, minière ou encore des exportations de matières premières brutes? Faut-il voir dans cette dépendance une fatalité historique, presque génétique, ou bien une opportunité stratégique à saisir, à condition de savoir en jouer, de transformer les contraintes en tremplin? Et, plus profondément, comment expliquer que l'Afrique, souvent présentée comme le continent de l'avenir, peine encore à s'émanciper de ses tutelles? Pour en débattre, nous avons réuni autour de cette table des experts de premier plan, venus d'Afrique et d'Europe, chercheurs, économistes, analystes, mais aussi acteurs de terrain, entrepreneurs, responsables d'ONG. Ils croisent leurs regards sur une question trop souvent simplifiée à l'extrême, alors même qu'elle est traversée de nuances, de contradictions, de tensions parfois invisibles. Car la réalité, c'est qu'entre l'illusion d'une autonomie totale et la soumission pure et simple, il existe une vaste zone grise, faite de négociations, de compromis, parfois de rapports de force, mais aussi parfois de marges d'action inattendues, d'ouvertures que l'on n'avait pas anticipées. Souvenez-vous du célèbre discours de 1997 sur la dépendance pétrolière, prononcé par un ancien président d'Afrique de l'Ouest. Ces mots sonnaient presque comme un aveu d'impuissance, mais aussi comme un appel à la lucidité collective. À l'époque, la priorité semblait claire et urgente. Sortir du piège des matières premières, se libérer des injonctions extérieures, inventer une économie endogène, inclusive, résiliente. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Mondialisation accélérée, rivalité exacerbée entre grandes puissances, expansion fulgurante de la Chine, pression croissante du FMI et accumulation inquiétante de dettes publiques. Les alliances se font et se défont au gré des crises sanitaires, migratoires ou sécuritaires, et la souveraineté devient un enjeu plus pressant, voire vital, que jamais. Chaque crise, du Covid-19 à la crise alimentaire, en passant par les tensions géopolitiques mondiales, révèle la fragilité de nos modèles de développement et pose à nouveau la question: sommes-nous vraiment aux commandes? Mais derrière les grandes déclarations, que reste-t-il vraiment? Comment définir concrètement la souveraineté économique en 2024? Est-ce la capacité à dire non au FMI, à refuser certaines conditionnalités? Est-ce la liberté de choisir ses partenaires sans rendre de compte, ou d'imposer ses propres priorités? Ou est-ce la capacité à transformer réellement ses ressources nationales, qu'elles soient agricoles, minières, humaines ou technologiques, en développement partagé, durable, équitable? Beaucoup d'acteurs revendiquent la maîtrise de leur trajectoire, mais dans les faits, dépendance et autonomie s'entremêlent sans cesse. Un pays peut-il utiliser intelligemment la dépendance pour maximiser ses propres intérêts? Peut-il retourner la contrainte en levier, ou n'est-ce là qu'une nouvelle forme d'illusion, une pirouette rhétorique? Ne risque-t-on pas de remplacer une tutelle par une autre, voire de multiplier les chaînes au lieu de les briser? Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la liberté de décision des élites ou des gouvernements, mais la possibilité, pour chaque société africaine, de définir son futur, d'échapper au piège de la dette, de valoriser ses richesses sans perdre de temps, et surtout, sans sacrifier sa légitimité politique. Car si l'on ne comprend pas la nature réelle de la souveraineté aujourd'hui, si l'on se contente d'un slogan ou d'un rêve creux, on risque de rester prisonnier de schémas dépassés, de rater les bonnes opportunités et de voir sa voix compter pour du beurre sur la scène mondiale, alors même que le poids démographique, culturel et économique du continent ne cesse de croître. Alors,
Réelle autonomie ou simple illusion? Pour comprendre ce qui se joue, revenons d'abord sur le contexte historique et sur les bases de ce débat qui, décidément, refuse de se refermer. Pourquoi la souveraineté semble-t-elle toujours hors de portée, malgré les grands discours, les réformes annoncées depuis des décennies et la volonté affichée de rupture? Pourquoi le sentiment d'impuissance revient-il inlassablement, même après chaque alternance, chaque vague de promesses et de plans, Marshall africain? On a tous entendu les promesses de rupture, d'autonomie, de nouveau départ. Mais l'Afrique, malgré sa richesse incroyable en ressources naturelles, énergétiques, humaines, reste empêtrée dans un modèle économique hérité de la colonisation, où les marges de manœuvre semblent toujours limitées, grignotées par les contraintes extérieures, les injonctions contradictoires, et parfois même par la fuite des cerveaux ou la corruption interne. Même les pays les plus ambitieux, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, se retrouvent encore aujourd'hui à devoir négocier, parfois au prix fort, leur survie ou leur développement avec des partenaires extérieurs. FMI, Banque mondiale, marchés financiers mondiaux ou nouveaux créanciers venus d'Asie ou du Moyen-Orient. Pourquoi cette dépendance persiste-t-elle et pourquoi les discours politiques paraissent-ils si ambigus, parfois même déconnectés de la réalité? Est-ce une malédiction, une simple question de rapport de force ou un manque de volonté politique? Pour comprendre ce paradoxe, il faut revenir à l'histoire du développement postcolonial africain. Après les indépendances, souvent obtenues au prix de luttes acharnées, de sacrifices immenses, la plupart des pays africains ont été poussés à suivre des modèles de croissance forgés ailleurs, dans les capitales occidentales, souvent avec l'appui ou la pression d'institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale, ou encore la coopération bilatérale. Rapidement, l'aide internationale est devenue le pilier des finances publiques, le parapluie censé garantir la stabilité budgétaire et monétaire. Mais cette aide, loin d'être un simple cadeau, est systématiquement conditionnée. Rien n'est gratuit, tout se négocie, tout s'accompagne de clauses, de feuilles de route, de missions de suivi et de rapports d'évaluation. C'est le FMI qui impose les critères budgétaires, surveille l'équilibre des comptes, exige la transparence et parfois même influence les politiques salariales ou les choix d'investissement nationaux. Parfois, il va jusqu'à recommander des coupes dans les subventions ou des réformes structurelles impopulaires, privatisation, libéralisation des marchés, ouverture à la concurrence extérieure, etc. Ces mesures, censées renforcer la discipline économique et attirer les investisseurs, suscitent souvent des débats passionnés au sein des sociétés civiles qui y voient une atteinte à la souveraineté et à la justice sociale. Prenons le cas du Burkina Faso. Rien qu'en 2023, le pays a bénéficié de plus de 33 millions de dollars du FMI, sans compter les aides bilatérales et les financements additionnels. Cette somme, essentielle pour payer les salaires des fonctionnaires, investir dans des infrastructures vitales, routes, hôpitaux, écoles, ou assurer le service de la dette, est loin d'être gratuite. En échange, le gouvernement doit respecter une série d'engagements: transparence budgétaire, contrôle des dépenses publiques, réforme de la gestion financière, lutte contre la corruption, des conditions qui, sur le papier, visent à instaurer la confiance et à rassurer les investisseurs internationaux. Mais dans la réalité quotidienne, elles limitent sérieusement la marge d'action des États, obligés de jongler entre les attentes, parfois contradictoires, de leur population, les contraintes du marché mondial et les exigences des bailleurs internationaux. Un vrai numéro d'équilibriste où chaque faux pas peut coûter cher, politiquement et socialement. C'est là que réside toute l'ambiguïté du discours politique africain. D'un côté, les dirigeants revendiquent haut et fort la souveraineté, l'indépendance économique, la volonté de prendre leur destin en main, d'écrire une histoire nouvelle. De l'autre, ils reconnaissent, parfois à demi-mot, que sans l'aide du FMI ou de la Banque mondiale, il serait impossible de faire tourner la machine, payer les salaires, financer des projets, garantir la stabilité monétaire. Cette tension est partout, à chaque étape de la gestion publique. À chaque annonce de réforme, à chaque plan de développement, on retrouve les mêmes mots d'ordre: rupture, indépendance, transformation, renaissance africaine.
Mais derrière la façade, la réalité budgétaire impose un retour permanent à la table des négociations internationales, une dépendance chronique aux flux de capitaux étrangers, une fragilité structurelle face aux aléas du marché. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour beaucoup de pays africains, la dette publique atteint ou dépasse les 50% du PNB, parfois bien plus. Cela représente des milliards de dollars à rembourser, année après année, avec des intérêts qui grèvent lourdement les finances nationales. Le FMI, dans ce contexte, n'est pas seulement un banquier de dernier recours, c'est aussi un arbitre qui décide si un pays peut continuer à emprunter, à quelles conditions et pour combien de temps. D'ailleurs, une grande partie de la dette africaine provient non seulement des institutions multilatérales, mais aussi des marchés régionaux ou internationaux, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité et de dépendance, souvent difficile à expliquer à la population. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent ou de chiffres. Il y a aussi une bataille de perception, une guerre des récits. Pour certains, travailler avec le FMI, c'est faire preuve de responsabilité, de sérieux, de transparence. C'est envoyer un signal positif aux investisseurs, garantir une gestion saine et moderne. Pour d'autres, c'est un signe de faiblesse, voire de soumission, qui nourrit la défiance populaire et alimente la contestation politique, parfois jusqu'à la rue. En vérité, la plupart des dirigeants africains avancent sur une ligne de crête. Ils doivent rassurer leurs partenaires extérieurs tout en répondant aux aspirations populaires, trouver l'équilibre entre l'autonomie affichée et la dépendance assumée. Comment satisfaire tout le monde quand les exigences sont parfois incompatibles? Ce qui est en jeu dans ce contexte, c'est bien plus que des débats techniques ou des choix de gestion. Il s'agit de la capacité des nations africaines à éviter de répéter les erreurs du passé, à ne pas se laisser piéger par une rhétorique creuse et surtout à prendre des décisions qui servent l'intérêt de leur peuple, pas seulement celui des créanciers ou des élites. Car chaque erreur, chaque illusion sur la réalité des rapports de force coûte cher, en temps, en argent, en légitimité politique. Et l'histoire montre que les peuples finissent toujours par demander des comptes, tôt ou tard. Mais ce contexte cache un vrai dilemme. Jusqu'où dépendre des autres sans perdre son autonomie? La dette est-elle un levier de développement ou une nouvelle forme de dépendance, un piège moderne? C'est la question qui se pose, et pas seulement dans les couloirs feutrés des ministères, mais aussi dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les familles, partout où l'avenir économique de l'Afrique se discute. Pour beaucoup, la dette, c'est d'abord un piège. On emprunte, on investit, puis on rembourse, souvent plus qu'on ne reçoit. Mais est-ce vraiment aussi simple? Ou bien la dette peut-elle, maîtrisée, devenir un outil stratégique, un tremplin vers davantage de souveraineté? Commençons par distinguer deux types de dettes, celle contractée sur les marchés régionaux et celle obtenue auprès des institutions internationales comme le FMI. C'est un point crucial, souvent mal compris. Pour certains experts, emprunter sur les marchés financiers africains, c'est garder une forme de famille. On reste entre acteurs du continent, parfois même entre voisins, et cela peut donner plus de souplesse, moins de contraintes politiques ou idéologiques. Cela peut aussi renforcer la solidarité régionale, l'intégration économique et offrir une alternative crédible aux financements extérieurs. Mais cette voie a ses limites. Les marchés régionaux ne sont pas toujours assez profonds, ni assez liquides, et les taux d'intérêt peuvent vite grimper quand la confiance s'effrite ou qu'une crise politique éclate. Il suffit d'une rumeur, d'un attentat, d'un changement de gouvernement, et les investisseurs se retirent, provoquant des à-coups parfois violents. De l'autre côté, il y a la dette internationale, celle du FMI, de la Banque mondiale ou d'autres bailleurs traditionnels. Ici, le soutien financier s'accompagne presque systématiquement de conditionnalités, c'est-à-dire des réformes à appliquer, des comptes à rendre, des objectifs de transparence et de lutte contre la corruption, souvent dictés de l'extérieur. Pour certains pays, c'est la garantie d'un minimum de discipline budgétaire et d'une gestion rigoureuse des finances publiques. Pour d'autres, c'est une forme d'ingérence, un carcan qui bride l'autonomie politique, voire qui impose des coupes dans les dépenses sociales essentielles, comme l'éducation ou la santé. Prenons un exemple concret. Le Burkina Faso, comme d'autres pays de la région, est confronté à un dilemme.
Les financements du FMI peuvent donner une bouffée d'oxygène, permettre de faire face à des crises urgentes, sécuritaires, alimentaires, sanitaires, mais le prix à payer, ce sont des critères très stricts, des programmes d'ajustement qui affectent directement la vie quotidienne des gens. La transition politique qui s'opère dans certains pays africains oblige à revoir la gestion des finances publiques, à renforcer la transparence, à montrer à la population et aux bailleurs que les efforts sont faits. Mais cela suffit-il à briser le cercle de la dépendance? Peut-on vraiment transformer ces contraintes en moteur de progrès? Sur la question de la transparence, la pression est forte. Les institutions internationales exigent des États africains de publier les chiffres, d'informer la population sur l'usage des fonds, de lutter contre la corruption. Ces exigences peuvent être salutaires ou perçues comme humiliantes, surtout quand la communication avec les citoyens est défaillante et que l'État peine à rendre visibles les bénéfices concrets des réformes. Pour beaucoup, la confiance n'est pas encore au rendez-vous. Les dettes s'accumulent, mais la vie quotidienne ne s'améliore pas toujours aussi vite qu'espéré. Les inégalités persistent, le chômage des jeunes explose et la frustration monte. Alors, face à cette pression, certains pays cherchent à diversifier leurs partenaires, dans l'espoir de trouver de meilleures marges de manœuvre. La Chine, la Turquie, la Russie, les BRICS, autant d'acteurs qui s'affichent comme des alternatives aux bailleurs occidentaux. Mais est-ce vraiment une diversification, ou juste un déplacement de la dépendance? Là encore, les avis divergent. Avec la Chine, par exemple, les financements sont parfois plus rapides, moins conditionnés à des réformes politiques, mais ils ne sont pas forcément plus avantageux à long terme. Parfois, le remboursement est adossé à des ressources stratégiques, mines, infrastructures, concessions, qui brident d'autant la souveraineté réelle du pays. On a vu, dans certains pays, des infrastructures entières passer sous contrôle étranger après des défauts de paiement. Est-ce le prix à payer pour le développement ou une nouvelle forme de perte de contrôle? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans certains États, la part de la dette détenue par les acteurs non occidentaux ne cesse d'augmenter, mais cela ne signifie pas que la capacité de négociation s'est automatiquement renforcée. Au contraire, la multiplication des créanciers peut compliquer la gestion, créer de nouvelles zones d'opacité et, surtout, rendre la capacité de choix encore plus illusoire si l'État ne maîtrise pas ses priorités. Peut-on vraiment jouer la concurrence ou finit-on par subir les intérêts des plus puissants? Car la vraie souveraineté, ce n'est pas seulement avoir des ressources, c'est avoir la capacité de choisir et d'exécuter ses propres politiques, de définir ses priorités en fonction des besoins locaux, pas des attentes extérieures. Or, dans la réalité, beaucoup de pays restent otages de la dette, qu'elle soit occidentale, asiatique ou régionale. Les marges de manœuvre restent limitées. Sans stratégie claire, sans capacité de négociation accrue, la diversification peut se transformer en simple fuite en avant, un jeu de chaises musicales où les règles sont toujours dictées par d'autres. Le risque est bien réel. Se tromper de stratégie d'endettement, mal choisir ses partenaires ou diluer la transparence peut aggraver la situation, alourdir la dette, réduire la marge de manœuvre politique et finalement compromettre la confiance des populations. Et c'est là l'enjeu majeur. Sans confiance, pas de légitimité politique. Sans légitimité, difficile de mobiliser les énergies nécessaires pour transformer les ressources nationales en développement réel, pour fédérer la jeunesse autour d'un projet commun. Alors, comment sortir de ce cercle? Négocier de meilleures conditions, renforcer la transparence, changer de partenaire, ou revoir totalement la logique de l'endettement? Face à ces défis, quelle voie reste réellement ouverte pour l'Afrique? Peut-on inventer un nouveau modèle, ou faut-il simplement réformer l'existant? Et si la souveraineté n'était pas le retour à l'autarcie, mais la capacité à naviguer dans la complexité mondiale? Aujourd'hui, l'Afrique fait face à un dilemme qui n'a rien d'une équation simple. D'un côté, il y a le cadre imposé par le FMI et d'autres institutions internationales, avec ses réformes, ses conditions budgétaires et ses promesses de stabilité. De l'autre, la tentation d'aller chercher de nouveaux partenaires, parfois plus flexibles, parfois plus opaques. Et au milieu, la nécessité de dessiner une voie propre,
d'inventer une souveraineté qui corresponde vraiment aux besoins et aux rêves africains, qui répondent aux aspirations profondes des peuples. Commençons par le système actuel. Beaucoup de gouvernements africains restent insérés dans les logiques du FMI, parfois parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Oui, certains projets aboutissent. Oui, il peut y avoir des avancées, notamment sur la gestion budgétaire, la transparence de certains appels d'offres ou la maîtrise de l'inflation. Mais il faut aussi reconnaître les effets pervers, la frustration de populations qui ne sentent pas le bénéfice concret de ces politiques, le sentiment que les priorités nationales passent après les exigences des bailleurs, ou encore la difficulté à sortir d'une spirale de dette où chaque nouveau prêt ne fait que reporter le problème à plus tard. Et surtout, cette impression que le pouvoir de choisir, de décider, s'amenuise, capté par des institutions lointaines, déconnectées des réalités du terrain. Face à ces limites, l'Afrique regarde ailleurs. La Chine, la Turquie, l'Inde, ou même certaines monarchies du Golfe proposent des partenariats à la carte, souvent sans conditions politiques apparentes. C'est tentant, surtout quand on oppose cela à la lourdeur administrative du FMI ou de la Banque mondiale. Mais attention, changer de partenaire ne veut pas dire sortir de la dépendance. Parfois, c'est la même logique qui se rejoue, simplement avec de nouveaux acteurs. Moins de bureaucratie, peut-être, mais aussi plus de risques d'opacité, de projets imposés qui ne répondent pas toujours aux besoins de la population, ou d'accords qui sacrifient la souveraineté économique à long terme pour des gains immédiats. Combien de contrats miniers, d'accords d'infrastructure, ont été signés sans consultation, sans débat, sans garantie? La vigilance est de mise. Ce qui manque souvent, ce n'est pas tant le partenaire miracle que la capacité à imposer ses propres priorités. La vraie souveraineté, ce n'est pas de dire non à tout le monde, ni de dire oui sans condition. C'est de savoir ce qu'on veut et de l'imposer dans la négociation. Cela veut dire définir, collectivement, ce qui compte vraiment, investir dans les infrastructures qui relient les régions entre elles, garantir l'accès à l'énergie, renforcer la sécurité là où c'est vital, miser sur l'éducation et la santé, soutenir l'innovation locale. Ce sont ces choix, faits par les citoyens et pour les citoyens, qui permettent de transformer la richesse du continent en véritable développement. Mais cela exige aussi une transparence radicale, un engagement citoyen, et le refus des arrangements entre élites qui profitent à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Comment garantir que l'intérêt général prime toujours sur les intérêts privés? L'enjeu est immense. Prendre le mauvais chemin, c'est risquer de tomber dans une nouvelle spirale de dépendance, qu'elle vienne du FMI ou d'un autre partenaire, ou, à l'inverse, de s'isoler du reste du monde au risque d'un coût social, économique et politique très lourd pour la jeunesse africaine. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, pas à travers l'innovation dans la gouvernance, la capacité à transformer les ressources locales en valeur ajoutée, et surtout, à donner la parole à ceux qui vivent les conséquences des choix économiques. Car au fond, la question n'est pas de choisir entre tout FMI, tout Chine, ou un retour impossible à l'autosuffisance. La question c'est, comment l'Afrique peut-elle inventer une souveraineté moderne qui assume la complexité des interdépendances, mais refuse la soumission? Comment bâtir une économie capable de résister aux chocs extérieurs, de créer des emplois pour sa jeunesse, et d'écrire sa propre histoire, sans dépendre de l'agenda des autres? Mais concrètement, que tirer de ce constat pour les décideurs, les citoyens, et surtout pour la jeunesse africaine, qui veut être actrice de son avenir? Comment transformer ces analyses en action, en stratégie, en résultats tangibles? Comment sortir du débat stérile et bâtir une souveraineté utile et partagée? Parce qu'on l'a vu, se contenter d'opposer dépendance et autonomie, c'est passer à côté de la vraie question. Comment organiser la dépendance? Et surtout, comment l'utiliser comme levier pour créer de la valeur, de l'emploi, du développement? La souveraineté, ce n'est pas un état figé, c'est une capacité d'organisation, d'arbitrage, de choix assumés, de priorités partagées. D'abord, il faut prendre conscience que l'indépendance absolue n'existe pas, même pour les grandes puissances. On l'a entendu dans les débats, la dépendance n'est pas forcément une faiblesse, si elle est maîtrisée, organisée, tournée vers l'intérêt commun.
Le vrai enjeu, c'est de transformer cette dépendance en partenariat à notre avantage. Par exemple, beaucoup de pays africains sont aujourd'hui sollicités par de nouveaux acteurs. Turquie, Chine, Russie, au-delà des relations historiques avec la France ou les États-Unis. Mais au fond, ce qui importe, ce n'est pas le drapeau du partenaire, c'est la qualité du contrat, la transparence des accords, la capacité à en retirer plus que ce qu'on y perd. Pour y arriver, il y a plusieurs pistes concrètes. Premièrement, il faut placer la transformation des ressources nationales au cœur de la stratégie. Extraire des matières premières, c'est bien, mais les transformer sur place, c'est là que se crée vraiment la richesse. Tant qu'on exporte du cacao ou du cobalt brut, la valeur ajoutée par ailleurs, les emplois, les technologies et le pouvoir de négociation avec les partenaires internationaux aussi. Les États qui réussissent sont ceux qui investissent dans le traitement local, dans l'industrialisation, même à petite échelle, qui soutiennent les PME, qui favorisent l'innovation agricole ou technologique. C'est un choix politique fort, qui demande du courage, de la vision, et parfois d'accepter un coût à court terme pour un bénéfice durable. Deuxièmement, pour que ces choix soient légitimes, il faut de la transparence. Trop souvent, les grands contrats sont négociés à huis clos, entre une poignée d'élites et des intérêts étrangers. Résultat, la population ne se sent ni concernée, ni protégée, ni bénéficiaire. Pourtant, chacun doit avoir la possibilité de comprendre les enjeux, de contrôler l'utilisation des ressources nationales, d'exiger des comptes sur les conditions des partenariats. La souveraineté passe par le contrôle citoyen, par la capacité à rendre des décisions publiques et débattues. Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, des plateformes citoyennes de suivi des contrats miniers ou énergétiques, des budgets participatifs, des audits publics systématiques? Troisièmement, diversifier ses partenariats, oui, mais sans naïveté. Il ne s'agit pas de remplacer une tutelle par une autre, mais d'obliger chaque partenaire à se montrer compétitif et respectueux des intérêts africains. Les institutions comme le FMI ou la Banque mondiale ne sont pas des fatalités. On peut choisir d'y entrer, d'en sortir, de négocier, voire de se tourner vers d'autres alliances comme les BRICS. Mais en gardant toujours le cap sur l'intérêt national et le développement réel, pas seulement sur l'équilibre budgétaire ou la satisfaction des créanciers. La concurrence entre puissances peut être un atout, à condition de savoir jouer sur plusieurs tableaux en gardant la main sur les priorités et en évitant les pièges de l'opacité ou des promesses non tenues. Quatrièmement, il faut sortir la question de la souveraineté du cercle fermé des spécialistes. Trop souvent, on laisse l'économie entre les mains des technocrates, des banquiers, des élites politiques. Mais sans l'adhésion et la compréhension de la jeunesse, sans l'éducation populaire sur les vrais enjeux économiques, tout discours sur l'indépendance reste creux. Il faut expliquer comment la dette fonctionne, comment les banques centrales opèrent, pourquoi certaines décisions sont prises, pour que chacun puisse se sentir acteur et non simple spectateur du destin du pays. C'est un enjeu de légitimité, mais aussi d'efficacité. Un peuple mobilisé, c'est un peuple qui pousse ses dirigeants à rendre des comptes et à oser des choix audacieux. Enfin, rappelons-le, la souveraineté n'a de sens que si elle permet d'offrir des perspectives concrètes. Un peuple ne mange pas de symboles, il attend des emplois, des infrastructures, de la sécurité, de la justice. C'est là que se joue la crédibilité des institutions, dans la promesse tenue d'un avenir meilleur, pas dans les discours abstraits. Si rien ne change, si la dépendance continue d'être subie et non organisée, la frustration et la défiance finiront par miner la stabilité politique et par bloquer toute dynamique de développement. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à sortir du cercle vicieux de la dette, à investir dans l'éducation, la santé, les routes, et à faire en sorte que chaque ressource extraite profite d'abord aux populations locales. Alors, comment avancer ? Il ne s'agit pas de choisir entre le tout autonome et la soumission aveugle, mais de construire une souveraineté lucide, pragmatique, capable de faire de la contrainte un moteur d'innovation et d'émancipation. Les marges existent, si on ose les saisir, si on ose la transparence, la diversification et la participation citoyenne. Peut-on imaginer une Afrique qui invente ses propres outils financiers, qui crée ses propres standards,
Qui impose son agenda climatique ou numérique? Rien n'est impossible, à condition d'y croire et de s'en donner les moyens. Pour clore, recentrons le débat. Qui détient vraiment la légitimité du choix économique et politique? À qui revient la décision ultime? Aux experts, aux bailleurs, aux dirigeants ou au peuple lui-même? La souveraineté n'est pas un mot magique, mais une pratique quotidienne à construire ensemble. On a tendance à l'invoquer comme une formule qui réglerait tous les problèmes africains. Il suffirait de la vouloir ou de la proclamer pour qu'elle advienne. Mais la réalité est bien plus complexe et exige surtout plus de lucidité, de pédagogie et d'engagement concret. Ce qui ressort de tout ce qu'on a exploré dans cette vidéo, c'est que la souveraineté économique de l'Afrique n'est pas un état binaire, où l'on serait d'un côté totalement dépendant et de l'autre totalement maître de son destin. Non, c'est un chemin sinueux, fait de compromis, d'opportunités saisies et parfois subies, dans un monde où les rapports de force évoluent sans cesse. Il faut bien se rendre à l'évidence. Aucune nation aujourd'hui, même les plus puissantes, n'est souveraine dans un sens absolu. L'interdépendance est la règle, pas l'exception. La mondialisation rend chaque pays vulnérable aux crises qui éclatent à des milliers de kilomètres. Guerre en Ukraine, hausse des taux américains, pandémie mondiale. Mais pour l'Afrique, cette dépendance a une histoire particulière, tissée de rapports coloniaux, de dettes accumulées, de conditionnalités imposées par des institutions comme le FMI et de choix politiques souvent contraints. On l'a entendu dans les échanges, la souveraineté s'articule avec l'organisation, la capacité à se mettre autour d'une table pour décider ensemble, à l'échelle régionale ou continentale. Elle passe aussi par la lucidité sur les rapports de force, sur la réalité des mécanismes économiques, sur ce que signifient vraiment les relations avec des partenaires comme la France, la Chine ou les institutions multilatérales. Dire que l'Afrique est prise au piège de la dépendance, c'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas toute la réalité. Parce que cette dépendance, si elle est subie, peut aussi, dans certains cas, être retournée en levier. C'est ce que certains appellent l'ambiguïté stratégique. Utiliser les marges de manœuvre, jouer sur plusieurs tableaux, négocier avec intelligence, tirer profit des rivalités entre grandes puissances pour maximiser ses propres intérêts. C'est ce que font déjà certains États africains, même si cela suppose des choix difficiles et parfois risqués. L'enjeu, au fond, c'est la capacité à transformer cette dépendance en force. À ne pas rester passif face aux pressions extérieures, mais à les intégrer dans une stratégie nationale ou régionale, à court et long terme. Cela commence par la connaissance. Comprendre les mécanismes de la dette, des politiques d'ajustement, des flux de capitaux, des alliances économiques. Cela passe aussi par le courage politique. Affirmer des priorités nationales, même quand elles ne plaisent pas à tous les partenaires, et assumer les conséquences de ses choix devant ses propres citoyens. Mais, et c'est peut-être le plus important, cela demande une véritable implication collective. Parce que la souveraineté ne se décrète pas d'en haut, par décret présidentiel ou par slogan. Elle se construit chaque jour, dans les pratiques économiques, dans les choix de consommation, dans l'éducation, dans la capacité à exiger des comptes aux dirigeants, à débattre publiquement des orientations économiques, à soutenir les initiatives locales, à investir dans la formation, la recherche, l'innovation. Peut-on imaginer demain une nouvelle génération de leaders africains qui n'attendent plus que les solutions viennent d'ailleurs, mais créent, innovent, osent? Rappelons-le, ne pas s'emparer de la question de la souveraineté, c'est laisser d'autres décider à notre place. C'est accepter que les choix structurants soient faits à Washington, Paris, Pékin ou ailleurs, sans que la voix des Africains compte réellement. C'est se condamner à rester dans le rôle du spectateur, voire du simple exécutant, dans un monde qui ne fait pas de cadeaux à ceux qui n'osent pas se battre pour leurs intérêts. La légitimité, finalement, c'est celle du peuple. Ce sont les citoyens, dans chaque pays, qui doivent exiger que leurs ressources profitent en priorité au développement local, à l'éducation des jeunes, à la santé, à la création d'emplois. Ce sont eux qui ont la légitimité pour demander des comptes, que ce soit à des gouvernements élus ou à des autorités de transition. Souveraineté et démocratie sont indissociables si l'on veut passer d'une indépendance formelle à une autonomie réelle. Alors, quelle suite donner à cette réflexion?
peut-être d'abord en refusant la facilité des discours manichéens qui opposent le tout soumission au tout rupture. La réalité, c'est la complexité, le mouvement, la négociation permanente. Mais c'est aussi la possibilité d'inventer des marges de manœuvre nouvelles, de tisser des alliances inédites, d'assumer ses contradictions, de transformer les faiblesses en atouts. Ce n'est pas une tâche pour demain ni l'affaire de seuls experts. C'est un chantier qui commence aujourd'hui, avec chacun, chacune, là où il est. Ce n'est pas une question de magie ni de miracle, mais d'organisation, de lucidité et de volonté partagée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos idées, vos propositions dans les commentaires. C'est aussi comme cela que la réflexion avance, que les consciences s'éveillent, que les alternatives émergent. Et si vous souhaitez continuer à creuser ce sujet, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses, des prochaines voix africaines et internationales qui viendront enrichir le débat. À très bientôt.